voilà dans les locaux de Pastèque avec l'intégralité de l'équipe, les 3 ingénieurs de Pastèque, qui vont nous raconter un peu comment leur est venue l'idée de créer leur société de développement pour périphériques mobiles et tablettes. Alors Guillaume, ça fait combien de temps que ça existe, Pastèque ? Alors, Pastèque est créé depuis le janvier de cette année, 2013. On est donc Vous êtes une jeune pousse. Oui, très jeune. On est aussi 3 personnes très jeunes. On est tous les 3 le même parcours, puisqu'on est ingénieur arts et métiers. Donc on est ici, notre bureau est dans l'école à Cluny. Et on a travaillé après notre diplôme pendant 3 ou 4 ans dans une équipe de recherche sur les thématiques de l'image numérique et particulièrement le patrimoine. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. On entend beaucoup parler des difficultés pour les créateurs d'entreprises en France, etc. Les startups, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez eu des difficultés ? Est-ce que vous pensez qu'une partie de votre réussite vient du fait d'être en quelque sorte pouponné dans le sein de votre ancienne école ? Enfin, quelle est votre opinion sur cette thématique-là ? La création d'entreprise dans la technologie, facile, pas facile ? Je dirais que c'est pas facile, enfin ça c'est une évidence, mais on a eu la chance de rester proche de l'école, et donc on a accès à du matériel, on a accès à plein de choses. La difficulté qu'on a, nous, c'est qu'on se trouve dans une toute petite ville, un peu loin de tout et loin des autres startups entrepreneurs, ce qui fait que c'est peut-être moins facile d'avoir des bons contacts et de se motiver avec comme ce qui se passe dans les incubateurs des grandes villes. Néanmoins, on arrive quand même, je pense, à s'en sortir. C'est que les débuts de l'aventure, donc on est super motivé, on est à fond, et donc on n'a pas peur des obstacles. La particularité, on l'a déjà dit, de Cluny, c'est d'être une abbaye où il n'y a plus grand-chose en élévation, et pour autant une abbaye d'une immense importance historique. Et c'est donc pour ça que tout naturellement, votre projet s'est incarné ici, remodéliser en 3D l'abbaye disparue. Oui, ça fait depuis le début des années 90 qu'il y a des travaux sur la réalité virtuelle et des reconstitutions numériques de la grande église, puisque c'est un sujet qui est vraiment très, très intéressant pour expliquer le site et le faire comprendre aux visiteurs. Donc notre projet est un peu la suite logique de ces nombreuses années de travaux sur la réalité virtuelle, l'informatique au service du patrimoine à Cluny. Donc les premières applications qu'on a réalisées, c'était pas sur iPad. D'ailleurs, je crois que l'iPad n'existait pas à l'époque. C'était directement sur un ordinateur portable sur lequel on venait brancher une centrale inertielle. Et on avait cette idée qui est maintenant dans Clunyvision, d'avoir une fenêtre qu'on vient manipuler. En réalité augmentée, voilà. Déjà. Mais après, l'iPad est sorti, là, ça a fait notre affaire. Et tout de suite, on a eu l'envie de porter cette application PC sur iPad, qui était beaucoup plus portable. Et de là est venue petit à petit l'idée de faire Clunyvision. Combien de temps de travail sur Clunyvision, si vous deviez dire En programmation pure, je dirais qu'on est parti quand même de zéro. On a mis à peu près 6 mois. Bon, maintenant, si c'était à refaire, on mettrait beaucoup moins, 2 mois, peut-être 1 mois. Je pense, mais la première fois, on a mis à peu près 6 mois. J'ai commencé sur Visual Studio avant, comme beaucoup de programmeurs, et c'est vrai que passer sur... moi, je programme maintenant sur Xcode exclusivement, et c'est vrai que c'est agréable. Ça fait moins usine à gaz que Visual Studio, par exemple. Et après, je pense qu'Étienne n'a pas forcément la même vision. Parce qu'Étienne, lui, travaille plutôt sur Android, c'est ça ? Oui. Alors, donne-nous ta vision sur Android et les SDK. Donc c'est ça, moi j'ai rejoint l'équipe pour développer pour Android tous les outils qui avaient été faits sur iOS. Le marché des téléphones fait qu'il y a une grande partie d'Android, et donc il fallait développer pour cette plateforme, ne serait-ce que pour pouvoir proposer à des clients des applications sur tablette éventuellement moins chères. Et voilà, et donc sur Android c'est du Java, si on développe avec les outils Android. Donc, je sais pas trop quoi dire là-dessus. C'est un peu plus simple, on va dire, pour un développeur que du C. Un peu moins performant. Voilà, un peu moins performant, mais ensuite tout dépend du type d'appli qu'on fait. C'est-à-dire que si on veut vraiment quelque chose qui
qui fait appel à de la 3D très puissante ou des calculs, des algorithmes très, très complexes, à ce moment-là, peut-être il faudra développer en native. Et à ce moment-là, on sera plutôt sur du C. Mais en Java, donc pour tout ce qui est application classique, il n'y a pas de problème, ça tourne, selon moi, suffisamment bien. Comment ça se passe, les téléchargements, les ventes? Qu'est-ce que vous avez pu observer de différence entre ces deux mondes? Là, c'est tout à fait différent. Sur ce qu'on a pu observer, donc, c'est que sur Android, dès qu'on passe une application en payant, on a beaucoup moins de téléchargements. Après, je pense que c'est deux mondes assez différents, c'est deux philosophies différentes, c'est deux marchés aussi différents. Et donc les gens n'ont pas les mêmes habitudes et n'ont pas les mêmes pratiques. Comme de notre côté, on a plutôt tendance à développer des applications pour un client qui va lui-même se fournir en tablette et louer ses tablettes. À ce moment-là, le côté, le marché en lui-même n'a pas une place centrale. Puisqu'on va avoir d'autres priorités, éventuellement le coût du matériel ou les performances, et ça va nous faire choisir entre les différentes plateformes. Oui, ce à quoi tu fais référence, c'est la possibilité pour un client, par exemple ici, l'abbaye de Cluny, d'acheter des tablettes qu'elle loue à ses visiteurs. Voilà. Donc le coût d'achat de la tablette est devenu un élément évidemment primordial du choix et de la discussion. Donc tout à l'heure, on a regardé une nouvelle fonctionnalité, un nouveau logiciel que vous développez, dont tu vas peut-être pouvoir nous parler, et qui tourne justement sur des tablettes Android dans un premier temps. Voilà, et donc comme c'est un outil qui nécessite éventuellement 30-50 tablettes, à ce moment-là, pour l'instant, on développe sur Android simplement parce qu'on a des tablettes à des prix imbattables. Et donc un client qui veut autant de tablettes, il va vouloir réduire à tout prix le coût. Donc voilà, après le choix entre les différents OS, ça va se faire par exemple sur le niveau de qualité qu'on veut offrir au client. Si on veut vraiment un produit de prestige, voilà, ce sera forcément du Apple. D'accord. Bon, tu peux nous dire quelques mots sur l'application à laquelle on vient de faire référence à l'instant. À quoi est-ce qu'elle sert et où elle en est? Quand est-ce que vous allez la sortir? C'est un outil qui permet de partager du contenu entre différentes tablettes. En l'occurrence, une tablette haute qui a un menu avec différents médias et qui peut envoyer à des tablettes clientes les médias qui vont s'afficher. Ensuite, la personne qui possède la tablette haute pourra zoomer sur des images, faire tourner des objets en 3D, montrer des panoramiques et éventuellement donner la main à l'utilisateur en face qui va pouvoir manipuler également les mêmes médias. Pour l'instant, on développe ça pour les guides de Cluny. Donc en l'occurrence, l'application spécifique, c'est un guide touristique qui se promène dans la ville avec ses visiteurs. Chaque visiteur est équipé d'une tablette et reçoit les médias en temps réel et peut ensuite visualiser des objets 3D comme des sculptures. Donc c'est un complémentaire un peu des applications qu'on a déjà développées. Dans le sens où on a les mêmes médias, mais accessibles directement et éventuellement de façon passive pour l'utilisateur, c'est-à-dire simplement... c'est ça, il a juste à tenir la tablette. Voilà, tenir la tablette, et ça peut aller jusqu'à des utilisations beaucoup plus actives où il pourra éventuellement avoir des quiz, des interactions, c'est ce que j'allais dire, retours. Il faut y réfléchir pour les salles de classe, parce que c'est quand même malgré tout... c'est un des débouchés sur lesquels on travaille également. D'accord. Et alors justement, puisqu'on parle des débouchés sur lesquels vous travaillez, c'est quoi l'avenir de Pastèque? Je vais repasser là. C'est Guillaume qui parle de l'avenir, c'est toi le grand gourou? Oui, j'essaye. Comme disait Étienne, on a sur les mêmes outils, on a plusieurs applications et débouchés possibles. Donc pour l'instant, on a commencé par le patrimoine, c'était notre premier projet. Mais très vite, on est allé vers l'architecture. Avec l'école d'architecture de Grenoble qui nous a commandé une application pour présenter son projet à un concours international, qu'il a remporté d'ailleurs. Ensuite, le bâtiment, donc comment montrer comment un constructeur de pont ou de stade peut vendre son projet aux clients. Avec la réalité augmentée, on peut montrer quelque chose qui n'existe pas. Donc ça peut être soit quelque chose du passé, mais aussi quelque chose du futur, donc qui n'est pas encore construit. C'est assez intéressant d'être sur place et d'avoir une vue interactive en réalité augmentée, de pouvoir montrer le projet avant qu'il soit construit. Et puis, comme tu le disais juste avant, dans les salles de classe, donc là il y a
l'académie qui s'intéresse en Bourgogne, en Saône-et-Loire particulièrement, à mettre des tablettes tactiles dans les classes de collège. Et là, nos outils, on est en train de travailler à proposer des applications pour que les profs puissent travailler avec leurs élèves en partageant des contenus entre les tablettes. Et le gros intérêt des tablettes, c'est qu'ensuite, ils emmènent tout le matériel avec eux, et ils vont visiter un musée, ils vont se promener sur un site géologique et ils ont tous les contenus sur eux. Et quand ils rentrent en classe, après, ils peuvent travailler, échanger les photos qu'ils ont prises et poursuivre le travail avec le même outil. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme domaine? Ensuite, pour l'industrie, on peut, avec notre viewer d'objets 3D, on peut, au lieu d'avoir des sculptures du patrimoine, on peut imaginer des pièces mécaniques. Et un fabricant qui a son catalogue de pièces peut proposer des séquences de démontage, d'assemblage pour la maintenance, et on peut commander les pièces de rechange sur cet outil. Donc il y a beaucoup de débouchés, de possibilités de se développer avec les mêmes outils, mêmes technologies.